tous et bienvenue dans le monde inconnu. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons tous les mardis dès 23 heures sur ces antennes pour échanger avec vous tout ce qui relève du domaine de la métaphysique, du décryptage des mystères de la vie, de la spiritualité. Au programme ce soir, en première partie de la chronique, il sera question de la mutilation sexuelle et spiritualité. En deuxième partie, nous allons parler de la mystique de la science. Puis en réflexion, il sera question du changement de sexe légalisé en Espagne. Et ensuite viendra le SOS téléspectateur. Vous avez la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec le professeur Herman Yaglipot qui est le concepteur de cette émission à qui je dis bonsoir. Bonsoir Georgette Beaume. Comment vous allez? Très bien. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International et à tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut savoir quand même aujourd'hui à quoi sert cette baguette que vous avez tout le temps entre les mains? C'est une décoration. Voilà. Juste une décoration? Ah oui. Donc, moi... À quoi sert la main que je porte sur moi tout le temps? C'est juste pour ne pas lâcher. D'accord. Juste une décoration. D'accord. Okay. Nous proposons à nos téléspectateurs la première partie de la chronique. À tout de suite. Mutilation sexuelle et spiritualité. Faisons suite à la réflexion portant sur l'homosexualité et la spiritualité, sujet proposé lors de la dernière édition. Au cours de la présente édition, permettez-nous d'aborder le sujet du sexe sur un autre angle. Un aspect des choses très extraordinaire et même incompréhensible, le changement de sexe. Il s'agit de la chirurgie de genre permettant à un individu de changer de sexe. Grâce à l'intervention baptisée vaginoplastie, un homme peut transformer son sexe en vagin. Un autre genre d'intervention, une phalloplastie, permettrait de fabriquer un phallus à une femme. Il est question de la mutilation sexuelle qui est en train de prendre de l'ampleur dans les pays du Nord, les pays de Sodome et Gomorrhe, immoraux et de dépravation. Les pays où l'éducation se base essentiellement sur la promotion des usages comportementaux déviants. Les pays où dans un quelconque livre, la Bible, on nous a fait avaler la pilule sans commune mesure, d'un Dieu, qui a eu un fils avec une jeune femme, cependant, fiancée à un homme. Le mal est que, tout ce qui est immoral dans ces pays-là, leurs dirigeants trouvent qu'il est normal d'universaliser cela, avec en prime, une sorte de donne de démocratie, de défense des droits de l'homme, entre autres, les droits de l'enfant à vulgariser. Nous nous retrouvons ici, dans l'imaginaire des chercheurs, dont leur attention est portée sur la créativité. Ceux-ci s'intéressent essentiellement de la science mercantile. Une science dont le but est d'assouvir la quête d'argent. La créativité chez ces chercheurs va se développer suivant leurs pensées, et ils se donneront à des pratiques d'une science sans conscience. De toutes les façons, la logique ici est d'atteindre un objectif de quelque nature que ce soit. On fera finalement évoluer artificiellement son intelligence dans ces pays, vers une quelconque science plus ou moins inconsciemment sous la solde de la destruction morale, voire spirituelle. Puisque notre décryptage concerne les données métaphysiques, précisons qu'il y a deux sortes de dieux. Le premier est celui qu'on appelle le Créateur. C'est le maître suprême du macrocosme, l'univers, et il est celui qui veille sur nous. Il relève de l'irréel. Le deuxième, c'est nous-mêmes, les petits dieux. Oui. Nous faisons partie de microcosmes, partant de l'irréel et vers le réel. Cela nous permet de savoir que tout vient de l'irréel, nous aussi, compris. Car dans l'ensemble, grâce à tout ce qui existe, les autres et nous, c'est par là qu'il y a une preuve de l'existence de Dieu.
Ceci nous ramène à réfléchir sur les recherches scientifiques qui nous concernent, hommes et femmes. Dans une telle réflexion, distinguons deux catégories de sciences, la fondamentale et la classique. Toutes les deux ont des points identiques, observation, expérimentation et résultats. Si nous assaisonnons la question de la science dans ce chapitre de sexe en rapport avec la spiritualité, c'est parce que la mutilation sexuelle concerne essentiellement une quelconque science et non la science elle-même. Soulignons que, de point de vue métaphysique, la science fondamentale est la science qui prône la crainte de Dieu et ne saurait permettre de faire n'importe quoi vis-à-vis de la vie chez l'homme. Résultat, rien ne change sur le fait que Dieu se manifeste du côté de l'irréel, c'est-à-dire, parce qu'il est imperceptible, il est donc intangible et non palpable, c'est pourquoi nous ne croyons pas qu'il sommeille en nous. Et c'est à cause d'une telle ignorance que nous ne faisons pas attention avec notre propre existence. En gros, le bon croyant est celui qui reconnaît l'existence de Dieu à travers sa propre existence et il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec sa vie. Il sait pertinemment que c'est la vie qui est Dieu en lui. Le monde évolue, l'intelligence de l'homme évolue, la preuve, il réussit à changer le sexe, les implants et autres, professeur. Alors, pourquoi incriminer cette évolution? Bon, alors, on n'est pas venu ce soir pour incriminer une évolution, nous sommes dans une émission éthique. Que le monde évolue n'importe comment, du moment où le monde va évoluer jusqu'à les êtres humains que nous sommes, deviendront des humains, et ne plus souffrir d'aucune forme de misère, pas de chômage, pas de difficulté de trouver de quoi manger, pas de précarité, aucun problème. C'est là que, disons, l'évolution de l'homme aura atteint le niveau à ne pas, en tirer d'observation. Parce que là, nous ne sommes pas en train d'incriminer quoi que ce soit, comme je le disais tantôt, mais nous sommes en train de faire constater qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que l'édition dernière, nous avons parlé de l'homosexualité. Il y a un problème. Il n'y a même pas seulement que l'homosexualité, peut-être qu'il y a l'autosexualité. Parce que l'autosexualité, c'est ce qu'on appelle masturbation. Donc il y a un problème. Alors tous ces problèmes-là, il y en a qui sont tel que, dirait l'autre, quand il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Chaque problème a sa solution. Alors, quelle est la solution? De créer un environnement qui ne nous apporte pas une aisance, une quelconque aisance. Parce que si un homme fuit une femme pour se retrouver avec un homme, mais il se retrouve toujours en couple, il y a un problème. Parce que dès qu'on est à deux, ce n'est plus comme quand on est seul, on peut prendre sa décision comme on entend, une décision comme on entend sur soi. Dès qu'on est à deux, c'est qu'on a besoin du consentement d'une tierce personne. Donc il y a un problème. Alors il y a un problème, c'est qu'en Afrique, on refuse l'incision chez les femmes. Mais en Europe, on est favorable à des manipulations du corps humain de manière à permettre à ce qu'il y ait des changements de sexe selon la volonté de tout un chacun. Alors, il n'est pas interdit qu'on se sente femme alors qu'on est un homme, qu'on se sente fille lorsqu'on est un garçon. Ce n'est pas interdit, mais il faut aller le chercher ailleurs, parce que ça ne change rien sur ta nature d'un être humain mortel qui, après avoir manipulé son corps de cette manière, la finalité c'est quoi? Parce que nous, l'émission Le Monde Inconnu, c'est la recherche de l'inconnu, pas la recherche des choses qu'on connaît déjà. On sait qu'on peut faire plein de choses, on peut se soigner avec des médicaments sans guérir, mais on va quand même se soigner. Et on ne guérira jamais. Mais on ne va pas mourir de la maladie, étant donné que le médicament sera à même
de nous maintenir en vie. D'accord. Oui. Oui. Bon, alors donc, nous sommes, le thème de ce soir, on l'a même dramatisé, au lieu de parler du changement des sexes, on a parlé de mutilation des sexes. Pourquoi? Pour que ça sonne très mal à l'oreille et que ça permette à tous ceux qui nous suivent de se poser la question de quoi parlons nous-mêmes. Parce que lorsqu'on fait la mutilation de sexe en Afrique, ce n'est pas normal chez les jeunes filles. Les raisons sont telles que donner la chance à la fille de ne pas être emportée sexuellement. Bon, on trouve qu'on lui refuse ses droits biologiques de ressentir la vie des besoins sexuels normalement. Bon, on trouve que en changeant de sexe à quelqu'un, c'est normal aussi. Pourquoi? Parce que il a bien voulu changer de sexe. Bon, du point de vue métaphysique, le côté spirituel dans tout ça, c'est quoi? C'est la question qu'on va essayer de répondre ce soir. D'accord. Voilà. Mais professeur Emmanuel Lipo, j'ai bien envie de savoir. Vous dites que l'être humain est l'émiettement de Dieu. Nous sommes le microcosme. Alors, si on a Dieu en nous, d'où nous viennent donc toutes ces idées, entre guillemets, malsaines? Bon, disons que nous ne savons pas que c'est des idées qui nous accompagnent sont malsaines. Parce que ce n'est pas nous qui sommes cause en tant qu'individus. C'est nous qui sommes cause en tant que société. Oui. Parce que si tu ne veux pas envoyer ton enfant à l'école, il va faire quoi à la maison? Et si tu envoies ton enfant à l'école pour aller se dépraver là-bas, comme pour dire l'homme n'est pas le méchant, mais la société l'a dépravé. C'est la société qui l'a dépravé. Alors, ça sera de la faute de qui? Bien évidemment, ça sera la faute des personnes, ça sera la faute de la société. Alors, nous sommes dans une société où des imposteurs se sont mis devant et se sont passés pour des gérants de la société, la planète. Alors, tout ce qu'ils trouvent bon, c'est ce qui est bon. Tout ce qui n'est pas bon pour eux n'est pas bon pour tout le monde. Alors, nous sommes donc dans cette situation où individuellement, nous devons faire quelque chose. Alors, faire quelque chose individuellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir mener une lecture froide et rigide sur la qualité de la vie. Est-ce que celui qui est intelligent est forcément utile à soi par rapport à celui qui utilise la réflexion pour pouvoir mener une intelligence? Parce qu'on a toujours dit, lorsqu'on réfléchit, on peut savoir que ce n'est pas intelligent de faire telle chose. Mais lorsqu'on ne réfléchit pas, tout est intelligent du fait de faire comme tout le monde. Oui. Alors, maintenant, est-ce que nous devons donc faire comme tout le monde? Simplement parce que il n'y a pas de limite à se faire. Comme si en se faisant des limites, ce serait une mauvaise chose. Bon, je crois que non. Je crois que dans toutes les sociétés du monde, les gens font les cris. Dans toutes les sociétés, du moins dans toutes les obédiences, on parle du libre arbitre. Comme pour dire que nous avons le droit au choix. Bon, choix de faire certaines choses, le choix de ne pas faire certaines autres choses. Mais est-ce que cela est vrai? Cela n'est pas vrai, d'autant plus qu'on impose des voies à suivre. Et cette manière d'imposer ces voies passe par plusieurs canaux. Oui. Il y a les canaux des médias, la communication, les canaux scolaires. On a dit dernièrement qu'il y avait deux sortes d'écoles. Il y avait une école qui passait par des classes classiques, c'est-à-dire des salles de classe classiques. Oui. Et on a une autre école qui passe toujours par des salles
qui sont des salles de classe religieuses de manière à s'asseoir pareil comme dans des amphithéâtres, c'est-à-dire tout le monde s'assoit les uns derrière les autres et regardant la même direction, et devant soi se trouve un maître, un prédicateur, je ne sais pas quoi. Donc c'est la même école qui pérennise une certaine situation où on n'est pas capable de faire confiance en soi. D'accord. Voilà. Ça veut dire quoi? Le changement de sexe a-t-il des conséquences sur le plan spirituel, professeur Emmanuel Duporte? Le changement de sexe doit avoir des conséquences à ne pas négliger. Pourquoi sommes-nous nés femmes, entre guillemets, de sexe féminin? Pourquoi sommes-nous nés garçons, filles, hommes, garçons, du sexe masculin? Pourquoi parler du sexe masculin, du sexe féminin? Pourquoi au départ se retrouver dans ces registres? Si nous supposons à un seul instant que notre incarnation, notre vie actuelle a une connivence avec une mission à atteindre, et que notre mission, c'est de changer les sexes des gens. Ce serait pareil comme une mission de voleur, c'est-à-dire que une mission dont nous posons des actes qui peuvent à la longue nuire à autrui. Parce que la mission de l'homme serait une mission, disons, porteuse si et si seulement cette mission serait là pour édifier spirituellement les gens. C'est-à-dire une mission, par exemple, prenons dans le cadre de la santé. Si on fait dans le domaine de la médecine holistique, où la santé consiste à veiller sur le bien-être des populations ou des personnes qui sont censées consulter un thérapeute, là, nous avons une mission de pureté. Mais si nous faisons dans le domaine thérapeutique les prescriptions symptomatologiques, juste avec, dans le but de faire taire les douleurs, de calmer les maux. Nous ne sommes pas dans une mission, comment on peut dire, du bien-être. C'est-à-dire, nous sommes dans une mission où les produits qui sont commercialisés sont plus importants pour le fabricant et son groupe. Si ces produits ne sont pas capables de toucher, d'aller jusqu'au fond de la cause du mal. Je m'explique. Si on a les maux de tête et qu'on prenne les paracétamol, nous ne sommes pas en train, c'est-à-dire si nous le faisons, nous ne sommes pas en train de faire du mal à qui que ce soit, mais peut-être à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas pourquoi nous avons ces maux de tête-là. Les maux de tête sont là, il faut les arrêter. Oui. Avec le médicament, la notice va dire, si vous voulez que vos maux de tête se calment, au niveau de la notice et au niveau de la rubrique, la première rubrique, c'est l'indication, c'est précisé, calme les maux de tête, calme les douleurs, baisse la fièvre. Alors, tu n'es pas en train de te soigner pour guérir, tu es en train de contourner le mal. De déplacer le mal? Oui, de le contourner. Vouloir le contourner, il peut se déplacer, il peut devenir n'importe quoi. Parce qu'on ne connaît pas l'origine du mal au moment où on se soigne. On ne cherche pas à connaître l'origine du mal au moment où on se soigne comme ça. Alors, le rôle du thérapeute ne serait donc pas de continuer dans ces jeux, étant donné qu'à un moment donné, les mêmes malades reviennent toujours et toujours et toujours. Et que d'autres qui hier étaient moins malades
aujourd'hui sont devenus plus malades du fait des effets indésirables du produit. Alors, ils peuvent donc, c'est-à-dire des thérapeutes, ils peuvent donc se poser des questions. Là, nous sommes dans le registre de l'éthique. Et nous parlons du monde inconnu et nous parlons métaphysique, une certaine science. Ils peuvent se poser la question, quel est mon véritable rôle en tant qu'être humain? C'est la même chose, ceux qui font, qui placent les implants, qui transforment les seins des jeunes filles ou bien des femmes qui ont besoin qu'on leur rembourse de l'éponge à l'intérieur du corps. Les lèvres, le nez, qui changent de nez, qui font tout dans le domaine esthétique. Oui. C'est bon, c'est bien beau. Mais la finalité de l'homme est dans tout cela est quoi? C'est ça la question qui répond à ta question de savoir le côté spirituel dans tout ça, c'est quoi? Alors, il n'y a pas de finalité spirituelle dans ça, parce qu'en fait, c'est le côté matériel. Je crois qu'il faille qu'on fasse des émissions qui vont cibler essentiellement les perturbations endocriniennes, c'est-à-dire des perturbations du système hormonal de l'organisme, partant de nos comportements, c'est-à-dire partant de notre façon de réfléchir même, partant de ce que nous buvons, partant de certains manquements, pour que peut-être cette émission devienne de plus en plus pratique. Parce que nous ne nous rendons pas compte que les difficultés que nous avons dans la vie, c'est causé par l'ignorance. Et que c'est l'ignorance qui est la mère des péchés. Oui. Voilà. Si nous cessons d'ignorer, nous cessons de souffrir de tout ce que nous avons comme souffrance, que ce soit les misères de la vie tout court ou alors des souffrances bien ciblées. Voilà. Comment redonner la chance à l'homme pour qu'il retrouve son schéma spirituel inné, professeur Emmanuel Lipote? Alors, pour que l'homme retrouve son schéma spirituel inné, il faut qu'il se mette à se poser la question d'où je viens, je sors d'où, pourquoi je suis là, et après, je vais aller où? Parce que si nous pensons que nous sommes nés d'une mère et d'un père, du coup, nous vivons normalement comme tout le monde, on se lève le matin, on se lave, on prend son petit déjeuner, à midi on mange, le soir on mange, si on a un job, on a travaillé toute la journée, on est épuisé, et on s'amuse un peu avec des amis, à traîner un peu dans les causeries avant d'arriver à la maison, parce que peut-être on fuit les embouteillages, parce que, et puis demain la même chose, la vie devient une sorte de recommencement, des mêmes gestes, les mêmes paroles, la même façon de la vivre, sans se poser la question, nous sommes là pourquoi? D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Et où allions-nous après? D'où venons-nous? On vient de nulle part. On est né d'une femme et d'une mère. Bon, pourquoi sommes-nous là au moins? Ça, au moins, on peut se poser cette question. Oui, parce que nous pensons que nous avons quand même des rôles à jouer. Il y a des rôles pour ceux qui sont des administrateurs. Ils ont des rôles à jouer dans la société, c'est que qui préfet, qui sous-préfet, qui est gouverneur, qui est président de la République et tout. Ça devient une mission du genre assez différent de qui, disons, maître d'école ou bien enseignant d'université et tout. Alors tout ça, c'est des missions. Alors chacune de ces missions, la question qui doit se poser, c'est que quel est mon rôle dans ce que j'ai comme job, comme boulot à faire? Parce que ça peut ne pas être quelque chose de sérieux dans l'entendement de la personne qui agit, c'est-à-dire ne sait pas que c'est une mission, et c'est qu'il a enseigné un point trait, et qu'il a trouvé du job. Ils étaient nombreux à la sortie de l'école, lui il a eu la chance de se retrouver à ce niveau-là. Il ne voit pas
en cela une mission. Mais pourtant, c'est une mission. Il n'est pas enseignant pour rien. Il est enseignant pour édifier, pour éclairer, pour former, pour entretenir quelque chose qui permet à ce que toutes les personnes à enseigner, grâce à lui, doivent avoir une autre orientation dans la vie, une autre manière de voir la vie par rapport à celle des personnes non enseignées par lui. C'est-à-dire, chacun doit être fier d'avoir fait quelque chose de plus par rapport à d'autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transmission de ce qu'on connaît doit d'abord partir sur du fait qu'on connaît très bien ce qu'on veut transmettre. Ça ne doit pas partir sur du fait que je suis en chômage, j'ai trouvé quand même du job, je peux enseigner, même comme cela ne m'intéresse pas. D'accord. Voilà. D'accord. On va prendre la deuxième partie de la chronique. La mystique de la science face à la connaissance. La conscience doit s'étendre au-delà des firmaments de la réflexion pour se retrouver à l'orbite de la raison. Derrière celle-ci se place la raison d'être de notre propre existence au-dessus de tout. Le but étant de s'éprouver afin de parvenir à l'atteinte inéluctable de la certitude existentielle de soi, puis de tout ce qui existe dans l'ensemble. C'est à partir de là que chacun de nous va parvenir à la maîtrise de soi et dans le même temps comprendre facilement qui est l'autre. Cependant, il ne faut pas que la certitude qui verse dans la vérité soit juste des récits ou assertions émanant de ce qui nous a été dit ou de ce que nous pensons à tort ou à raison de notre foi aveugle. Mais il faut que tout cela prenne base sur les méandres d'une analyse assurément profonde, consistant à établir les liens qui existeraient entre l'objectif et le subjectif, l'irréel au réel, la science occulte et classique, la connaissance et l'intuition. C'est en ayant maîtrisé tous ces concepts qu'on finit par être doté d'un esprit scientifique. Pour bien comprendre ce que c'est que l'esprit scientifique, cela nécessite que nous soyons à même de définir exactement ce qu'est la science elle-même. Disons que la science et la connaissance scientifique sont jusqu'ici sous le prisme d'un enseignement qui, parfois, est porté sur des principes erronés du genre « le sang ne circule pas », tel que le déclara un certain M. Galien au IIe siècle de notre ère. Il a fallu plus de 15 siècles plus tard pour réaliser que ce dernier n'était qu'un imposteur soutenu par le pouvoir catholique romain de l'époque. Bien qu'ayant fait tuer de milliers de chercheurs de l'époque qui s'opposaient et clamaient haut et fort que le sang circulait, n'empêche qu'il soit aujourd'hui le père des professionnels en pharmacie. On n'a jamais regretté ses forfaitures, sinon que ses disciples d'année en année se sont mis à dire que la science évoluait. Un autre exemple est Louis Pasteur, un excellent doué en matière de plagiat. Même comme après sa mort, il a été révélé qu'il ait reconnu lui-même ses manquements. De nos jours, son nom est resté gravé sur l'histoire de ses fautes blanchies et la France l'a béatifié, se baptisant le pays de Pasteur. Dans le monde dit scientifique, les cas semblables sont légion. La science est donc une sorte de problématique qui rend complexe le fait de vouloir la définir, nécessitant de situer le contexte, les objectifs à atteindre, surtout lorsqu'il s'agit d'une formation mettant en relation quelques éléments épistémologiques, sociaux, face à ces multiples disciplines. Sciences médicales, sciences économiques, sciences juridiques, etc. Le tout étant l'atteinte d'un but social donné. À travers la relation entre la science et la connaissance, on se retrouve au carrefour de ce qu'est la vie humaine par exemple. Derrière celui-ci se dévoile la relation universelle de la connaissance humaine et comment s'est organisé le vivant.
Si la vie est une formation de forme, la connaissance, quant à elle, est l'analyse des matières informées d'une part et formées d'autre part. La métaphysique nous permet finalement de parvenir sur ce qui est fondamental pour qu'une analyse puisse être possible, même devant des sujets abstraits et subtils. Résultat, même si l'on n'arrive pas à décrypter les formes d'une formation pour n'avoir pas pu déceler ou avoir perdu de vue l'originalité des formes, grâce à la métaphysique, on finira quand même à déterminer les composants de ces formes. De retour sur ce plateau, professeur Herman Yeglipot, je voudrais qu'on parle un peu de la maîtrise de soi. C'est quoi la maîtrise de soi? C'est la science qui permet de se donner une place dans la vie, c'est-à-dire à son existence. Parce que beaucoup de gens ne croient pas à leur existence, pourtant ils existent. Et croire à son existence voudrait dire qu'on est capable de décider de faire certaines choses. Croire à son existence voudrait dire aussi qu'on est capable de refuser de faire certaines choses. Croire à son existence voudrait également dire qu'on est capable de déterminer, du moins de constater qu'on est pareil comme tout le monde. C'est-à-dire, sans vouloir ne pas reconnaître les classes, c'est-à-dire les classes, il va de soi. Oui. Hein? Les vieilles personnes ne sont pas des enfants. Alors quand on n'est pas imbu de soi, on sait bien se tenir dans un environnement donné, dans un milieu donné. C'est pas la confiance en soi ne veut pas dire être arrogant, hein, manquer de sociabilité, hein, avoir un déficit, je ne sais pas quoi, de ce point de vue ne serait pas ça, avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, pour le petit Africain que nous sommes, c'est savoir refuser de manger, de boire, de se soigner sur la base des choses qu'on ne connaît pas. Hein? Oui. Parce que ailleurs, on ne le fait pas. On ne se soigne pas de ce qui vient de l'Afrique. On ne mange pas des choses qui viennent de l'Afrique n'importe comment. Hein? Bon, quelqu'un peut bien voir un fruit qui passe en France, ou bien le poisson d'eau douce qu'on a l'autorisation de vendre en France. Bon, en comparaison avec des poissons des apiculteurs qui sont élevés à base de produits, le goût n'étant pas le même, on peut se contenter de ce qu'on propose quand même. Mais le véritable problème, ce n'est pas de ce côté-là. Le véritable problème, c'est du fait même que le manque de confiance en soi chez l'homme noir fait en sorte qu'il ne connaît pas son rôle dans la société. Il ne sait pas que plein de choses que nous utilisons au quotidien ont été créées par les Noirs. Je crois qu'actuellement, on commence à les découvrir. D'aucuns pensent que c'est des fake news, c'est-à-dire c'est des informations qu'on donne juste pour que le Noir se sente à l'aise. Alors que non, c'est pour découvrir que nous avons joué un rôle important pour l'humanité et que nous pouvons continuer à le faire. Et nous ne pouvons pas continuer à le faire si nous manquons cette confiance en soi. D'accord. On ne peut pas. Parce que les gens qui l'ont fait avant n'avaient pas de complexe d'infériorité. Nous sommes trop doués en matière de complexe d'infériorité. Voilà. J'ai envie de dire, surtout les naturopathes et les médecins, professeur, est-ce qu'il y a ce complexe? Bon, disons, le mot naturopathe, c'est un mot importé, le mot médecin également. Qu'est-ce qu'on devrait dire? Les guérisseurs. L'Afrique avait des guérisseurs. Le mot tradipraticien, je crois, est arrivé avec le fait de rejeter le métier du thérapeute africain qui avait pour but de guérir les gens. C'est-à-dire, quand on disait guérisseur avant,
Ce n'était pas seulement africain, ça relevait de la médecine traditionnelle mondiale. C'est des gens qui recevaient des malades pour les guérir. Oui. Alors que la médecine officielle ne reçoit pas les malades pour les guérir, reçoit les malades pour calmer leurs maux. Alors, de l'enfance jusqu'à la vieillesse, vous naissez, vous n'avez pas de diabète, votre mode de vie et certains médicaments, des anti-inflammatoires et tout, vous amènent à avoir des perturbations fonctionnelles au niveau de la circulation du sang et même au niveau du fonctionnement de certains organes comme le pancréas. Vous finissez avec un diabète et on va parler de diabète du type 2. Alors là, le type 1 étant un peu le diabète héréditaire, mais le type 2 étant le diabète qu'on a au cours de la vie. Alors ce diabète, on ne le cherche pas dans le mode de vie, forcément de côté médication, on le cherche beaucoup plus peut-être dans l'alimentation. Donc on va parler de maladies cardiovasculaires qui sont en rapport avec des régimes alimentaires modernes, des produits usinés et tout ce qu'on achète dans les supermarchés. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut expliquer derrière tout ça? C'est à chacun de réfléchir. Nous, on plante le décor réflexionnel, hein? Oui. C'est-à-dire le fait que je parle de ces choses, c'est pour exciter les gens à se poser des questions. Mais professeur Emmanuel, ce n'est pas toujours facile. On a trouvé un système, on est né dans un système. On n'a pas connu les guérisseurs. Alors comment réfléchir à ce niveau? Comment faire, comment développer son intuition? Bon, si on veut guérir d'un mal, on ne doit pas refuser la douleur. C'est-à-dire? On ne doit pas fuir. On doit se poser la question, si par exemple on a une certaine douleur qu'on peut supporter, je ne dis pas qu'on peut supporter toutes les douleurs, non, c'est impossible. Bon, mais les douleurs les plus difficiles à supporter, c'est tout ce qui a trait au cancer, aux tumeurs et tout ça, les cancers surtout. Mais les cancers sont des douleurs qui sont nées du mode de vie. Les substances alimentaires qui relèvent de la boisson, de ce que nous buvons, des colorants, les arômes, et tout ça, sont des substances cancérigènes. Les substances qui font partie des excipients, c'est-à-dire ceux qui accompagnent les médicaments, ces excipients-là ont des composants cancérogènes. Lorsque votre cancer arrive par le biais de ces substances, vous ne pouvez pas vous en sortir parce que vous êtes obligé de continuer à en prendre. Et la nourriture du cancer devient donc ces substances mêmes. Parce que c'est quand vous les prenez que ça se calme un petit. Les morphines, par exemple, ça fait partie de ces substances. Maintenant, comment faire lorsque on a les douleurs atroces? C'est lorsque vous ne donnez plus la chance, parlons du cas des cellules du cancer, qui sont les cellules qui ne meurent pas, difficilement, parce que l'autorégénérescence des cellules veut dire le renouvellement des cellules. Par contre, quand on parlait de renouvellement des cellules, on estime qu'il y a les cellules qui meurent, qui sont renouvelées par le biais du mécanisme des cellules souches venant des cellules embryonnaires des os, et ça se renouvelle. Maintenant, si vous arrivez à un certain âge où ça ne se renouvelle plus, parce que souvent à partir de 35 ans, chez certains individus, le renouvellement commence à être difficile, donc vous avez des ongles qui sont mal fichus, et ça reste comme ça. On a beau soigner, rien. Et vous avez des douleurs, que vous allez prendre des produits pour ça, ces douleurs seront toujours là. Alors, cependant, si vous changez de régime alimentaire, vous ne mangez plus des choses qui alimentent ces désordres, vous ne buvez plus des boissons dont vous ne connaissez pas l'origine de ça et les composants et tout. Et, bref, votre mode de vie ayant été changé, vous avez la possibilité de vous retrouver au bout
d'une longue période à connaître une accalmie au niveau de ces douleurs. Là, vous n'avez pas rencontré un guérisseur. Vous avez fait d'abord un travail individuel. Alors, mais le travail du guérisseur, c'est quoi? Le guérisseur ne fait pas de diagnostic. Parce que le travail de diagnostic, c'est un travail symptomatologique. C'est pour trouver les symptômes et avec pour code un nom de produit. Voilà. Par contre, le guérisseur fait la lecture du fonctionnement de l'organisme par rapport au mode de vie de l'individu. Et orienter la personne, grâce au conseil, à faire des cures de respiration, des cures d'eau, des cures de gymnastique, et des cures de diététique, pas de nutrition, mais de diététique. Parce qu'il y a une petite différence entre la diététique et la nutrition. La diététique, c'est essayer de rechercher les besoins du corps. La nutrition, c'est manger souvent équilibré. On se fout que ces aliments-là marchent avec le corps ou pas. D'après ce que moi j'ai conseillé et j'ai constaté. Alors, donc, je parle des choses que je vis depuis 46 ans que je suis dans la recherche de comment faire fonctionner le bien-être parmi nos semblables. Alors, donc, en réalité, il y a quelque chose qu'on doit faire pour soi, beaucoup plus qu'attendre que cela soit fait par quelqu'un d'autre. Parce que ça dépend. Si vous trouvez quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 2 jours, donc n'a pas de clients, puisque l'assistance à personne en danger n'existe pas de nos jours dans la médecine comme on l'aurait pu s'attendre à ça. Donc, on est dans le mode du clientélisme. Bon, pourtant, le malade ne devrait pas être un client, puisqu'il n'est pas roi. Le client est toujours roi. Alors maintenant, quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 2 jours, il n'a pas de clients. Si vous tombez à ce qu'il gagne quelque chose sur vous, il va oublier que vous aviez une difficulté et que vous êtes venu là pour ça. C'est là où naissent des méthodes telles que les tradipraticiens ont pris la place des guérisseurs. Parce que le tradipraticien fait pareil comme le médecin. Le médecin fait quoi? Le médecin fait des analyses. Quand il n'arrive pas à poser un diagnostic lui-même, à partir de ces analyses, il voit dans la nomenclature des produits quels sont les produits actifs, les molécules actives pour votre cas. Et puis il vous donne ça. Ça calme, tant mieux. Ça calme pas, vous revenez prochainement, vous plaindre que j'ai pris le produit, ça n'a pas marché, et vous dites, bon, prenez tel autre produit. Souvent, c'est le même produit. Prenons le cas de paracétamol. Si vous prenez de Lupran, vous prenez ça aujourd'hui, ça ne marche pas. Vous pouvez prendre Efferalgan, ça marche. Pourquoi? Parce que les composants, ce qu'on appelle excipients, ne sont pas les mêmes forcément. Mais le principe actif peut bien être le même. Et votre corps peut réagir autrement face à ces composants par rapport à l'autre. Et là, vous allez avoir la satisfaction avec tel autre produit, malgré que la substance active soit la même par rapport à tel autre produit. Résultat, on fait donc dans la symptomatologie, dès qu'il y a les symptômes, allez, on prescrit quelque chose, ça marche pas, on change, on dit bon, prends ceci, laisse l'autre chose d'avant, ainsi de suite. Mais là, ce n'est pas chercher la cause du mal. Qu'est-ce qui a fait qu'on ait le mal? Non, c'est comme ne demande pas au corps médical, que ce soit le tradipraticien ou le médecin, ne les demande pas qu'est-ce que c'est que le sida vient d'où. Bon, alors, on va dire le sida est là, il faut le soigner, c'est tout. Mais il peut venir des médicaments, parce qu'il y a des médicaments qui s'attaquent au système immunitaire, qui détruisent les globules du sang, c'est-à-dire les cellules du sang. Voilà, les globules blancs, les globules rouges et tout. Alors, on ne peut pas, on ne veut pas comprendre cela lorsqu'on est un médecin ou lorsqu'on est tradipraticien, puisque les analyses seules en est
la chose la plus conseillée pour pouvoir arriver à intervenir. Donc, je disais, le guérisseur donc, est différent du praticien et différent du médecin. Parce que lui, il fait dans ce qu'on peut appeler la médecine holistique. Mais ces guérisseurs-là sont de moins en moins présents aujourd'hui dans nos têtes. Bon, parce qu'eux-mêmes, ils doutent d'eux. Surtout lorsqu'on est guérisseur africain. Mais si on est indien, vous venez avec les histoires de l'Europe en Inde, par exemple, on va vous dire, ça, on a raté complètement votre cas. Voilà ce qu'on devrait faire, par exemple. Mais l'Africain, c'est pas ça. Voilà. D'accord, prenons la réflexion et on se retrouve juste après pour la suite. Expliquez-nous, Nicolas. Les députés espagnols viennent d'adopter une loi pour faciliter le changement de sexe à l'état civil. L'Espagne va devenir le pays d'Europe où ce changement sera le plus simple. Oui, la loi espagnole va permettre à chacun de changer de sexe sur ses papiers d'identité sur une simple demande à la mairie. Il faudra juste renouveler la demande 2 fois pour éviter les décisions sur un coup de tête. Mais pour le reste, il ne sera plus nécessaire de passer devant un tribunal, ni d'avoir commencé un traitement médical, ni même d'avoir commencé à changer d'apparence. Bref, il n'y a plus de conditions, plus rien à justifier. Tout homme peut devenir femme et toute femme peut devenir homme, et cela dès l'âge de 16 ans, et même 14 ans avec l'autorisation des parents, et même dès 12 ans, mais pour le coup en passant devant un tribunal. C'est ce qu'on appelle l'autodétermination de genre. La loi entrera en vigueur dans quelques semaines après son adoption au Sénat. Est-ce que c'est une première en Europe ? Alors presque, mais pas tout à fait. Le Danemark, depuis 2014, accorde aussi le droit aux personnes transgenres de changer de sexe presque aussi facilement. L'Écosse s'apprête à voter un texte identique. Jusqu'à présent, la loi britannique permettait de changer de sexe en fournissant un certificat médical pour attester de ce qu'on appelle une dysphorie de genre, c'est-à-dire une souffrance liée au fait de ne pas se sentir dans son genre officiel. En Écosse, donc, cette obligation va disparaître. Une simple déclaration permettra d'obtenir un nouveau certificat de naissance. Cette loi ne fait pas l'unanimité. Des féministes estiment que si l'on nie le sexe, alors on nie aussi les inégalités sexuelles et donc on fait reculer le combat des femmes. C'est par exemple ce que défend l'Écossaise d'adoption la plus célèbre, J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter. Et en Espagne, il y a exactement le même débat très vif. En France, que dit la loi ? Alors en France, on peut changer de prénom et de sexe, mais à plusieurs conditions. La première, c'est qu'il faut être majeur. La seconde, c'est qu'il faut prouver que son genre officiel ne correspond pas à sa réalité. Il faut déjà avoir changé de prénom, ou bien il faut être connu de son entourage familial et professionnel sous le sexe que l'on revendique, ou bien encore il faut se présenter physiquement comme appartenant au sexe que l'on désire se voir assigner. Bref, la loi française demande qu'un homme qui veut devenir femme ressemble déjà un peu à une femme ou s'habille comme une femme. Et in fine, c'est le tribunal de grande instance qui tranche. En revanche, depuis 2016, il n'est plus nécessaire d'avoir commencé un traitement médical ou un traitement hormonal. Ces traitements qui, eux, sont accessibles à tous, y compris aux mineurs. Voilà, c'est le paradoxe. La loi encadre le changement d'état civil, mais elle n'encadre pas le changement de sexe physique. Les traitements hormonaux ou les opérations chirurgicales relèvent de la seule décision d'un médecin à qui on demande de s'assurer du consentement éclairé des mineurs. Et les parents de ces mineurs concernés s'étonnent souvent de voir que leurs enfants peuvent très vite et assez facilement se voir prescrire des actes médicaux qui parfois sont irréversibles. Une récente enquête du Journal du Dimanche montrait que le nombre d'adolescents qui entament une conversion explose en ce moment. Les consultations spécialisées dans les hôpitaux français ne reçoivent plus que sur liste d'attente. Ils sont débordés. Majoritairement, ce sont des jeunes filles qui consultent pour qu'on les aide à devenir des garçons. La Suède a été le premier pays au monde dès 1972 à reconnaître les personnes transgenres et à les assister médicalement. Mais justement, la Suède est aussi le premier pays qui recule actuellement. Le nombre des diagnostics pour troubles liés au genre avait augmenté de 2000% en 10 ans. Et finalement, donc, le pays a décidé désormais de ne plus accorder de traitements hormonaux aux mineurs. De retour sur ce plateau, professeur Herman Yagliporte, un commentaire par rapport à l'émission, par rapport à l'élément qu'on vient de suivre. Vous constatez que d'après l'élément, quand on fait cette manipulation-là, il y a des hormones qu'il faut boire. Les hormones sont cancérogènes. À la longue, ça détruit la santé de quelqu'un. Et tout ce qui détruit notre santé est antipathique à la spiritualité. Parce que la conclusion de cette émission, c'est quoi?
est-ce que la mutilation ou bien le changement, la manipulation de l'organisme de l'individu lui donne la chance, d'abord déjà du point de vue santé physique, de rester sans difficulté de ce côté-là? Non. De deux, dans un corps sain habite une âme saine. Oui. Alors si une âme se retrouve dans un corps qui n'est pas sain, comment cette âme sera saine? Bon, si vous avez des douleurs tout le temps, vous êtes quelqu'un qui maudit les autres. C'est-à-dire que vous pensez du mal aux gens qui ne vous rendent pas visite. Vous pensez même du mal aux gens dont vous vous êtes rendu jaloux, du fait que ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas malades comme vous, et les regards, c'est moqueux. Il y a toujours quelque chose de noir dans le cœur de quelqu'un qui est en difficulté lorsque il n'arrive pas à accepter sa difficulté. C'est pourquoi souvent même, on pense que les gens qui sont moins nantis sont plus négatifs, s'il faut le dire souvent, que les gens qui le sont. Parce que une personne qui a un peu de moyens peut ne pas penser du mal contre quelqu'un qui a aussi des moyens comme lui ou alors qui a moins de moyens. Par contre, celui qui n'a pas de moyens peut penser plus du mal à tout le monde. D'abord, ceux qui n'ont pas de moyens comme lui, et en plus de quoi, ceux qui en ont. Donc, il peut être porté sur des comportements de jalousie et de ceci et de cela, alors que il suffit de rester tranquille et d'attendre. Le temps est là pour tout le monde. Quand ton temps arrive, ce que tu voyais chez les autres hier, ça se retrouve chez toi aujourd'hui. Et puis la petite jalousie que tu avais, tu peux bien la regretter parce que les choses que tu croyais impossibles d'avoir, tu les as maintenant. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vous avez la possibilité de participer à l'émission en nous envoyant les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. SOS téléspectateurs. Nous commençons par ce message de Jacques depuis Bepanda qui dit « J'aime la musique, mais on me fait comprendre que c'est fait de magie et de loge. Comment faire pour m'en sortir dans ça ?» Mais laquelle alors? C'est ça le problème. Quel genre de musique il aime? La musique. Oui, la musique, mais les loges font quoi dans la musique? Il y a les musiques, il y a le mangambe, il y a la kusiko, il y a le makossa, il y a plein de musiques. Bon, alors tu aimes la musique, tu aimes la musique. D'ailleurs, tout le monde a une musique. La preuve, même les gens qui ne sont pas capables de composer sont tout au moins capables d'interpréter. Il y a des chansons que lorsque le journal, l'artiste fait musique. Peut-être il veut faire dans ça, peut-être faire de la musique son métier, professeur, mais on lui fait comprendre que c'est fait de magie, de loge. Non, là, moi, je ne comprends pas sa question, franchement. J'aimerais bien que... Il veut être musicien, je suppose, ouais. Je suppose, parce que bon, Jacques peut toujours réagir. Jacques voudrait être musicien. Cependant, on lui fait comprendre que c'est un milieu un peu compliqué. Il veut être musicien. Il le sera s'il est déterminé. Parce que être musicien, d'abord, apprendre à jouer un instrument, pour ceux qui ne sont pas capables de faire des compositions. Et ceux qui peuvent faire des compositions, composer une musique, et qui ont la chance, parce que nous autres, moi j'ai composé des musiques énormément, mais je n'étais pas bon en guitare, je n'ai pas pu donc exploser. Mais si on a la chance qu'on compose des musiques, des jeunes filles souvent composent, on les voit jamais avec un instrument de musique, mais chantent. Bon, alors on utilise leur voix, qui est un instrument de musique aussi, en quelque sorte. Et si on compose donc des musiques, ce sont ces compositions. Les autres vous accompagnent. Où est le problème dedans?
il n'y a aucun problème. Il ne faut pas tout diaboliser, voilà. Professeur Herman Neglipot. Bon, cependant, il se dit qu'il y a des secteurs d'activité qui ne sont pas toujours très... Vous imaginez à sa place ou bien vous estimez que peut-être c'est ça qui lui fait parler? Je voudrais juste savoir, un professeur, si ça existe déjà. Ah non, mais moi je ne sais pas s'il y a des musiques de loge à part des musiques classiques, je ne sais pas, de musique symphonique et tout. Bon, il y en a. Il y en a toutes ces musiques, mais je ne sais pas si ces musiques attirent les gens, que tu veux devenir auteur-compositeur de musique. Professeur Herman Neglipot, oui. Je dis ceci. Je désire être musicien. Alors, j'ai des prédispositions. Cependant, mon entourage me fait savoir que c'est un milieu dangereux. Oui, mais parce que les gens meurent dans ces histoires-là, mais les gens meurent partout. Les gens meurent en tant qu'humoristes, les gens meurent en tant que musiciens, les gens meurent partout. Et pourtant, les gens vont en guerre, ne meurent pas. Il y a des soldats qui ont fait plusieurs guerres dans leur vie, ils ne sont jamais morts. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a un problème de confusion de ce que on entend de ce que c'est que des milieux artistiques. Il y en a des artistes qui meurent parce que ils mettent la main dans quelque chose ou mettent leur tête dans quelque chose. D'aucuns meurent parce que le but c'est de vivre jeune, vivre vite et mourir jeune. Alors vivre vite, ça veut dire attirer beaucoup de biens matériels et tout. Et mourir jeune ne veulent pas vieillir. Alors, mais aussi, d'autres meurent parce que entre eux, c'est jalouse. Bon, donc il y a ça partout. Il y a ça dans les lieux de service où il y a une dizaine de personnes. Le coup bas, la traîtrise, les ci, les ça. On ne peut donc pas mettre ça sous le chéquier des loges. Voilà. Professeur Herman Neglipot, pourquoi certains jeunes décèdent à l'âge de 33 ans? C'est Didier qui nous envoie ce message. Mais s'ils décèdent à l'âge de 33 ans, les raisons sont multiples. Jésus, à 33 ans, n'a plus continué à vivre, d'après ce que nous dit la Bible, parce que sa mission était terminée. Nous aussi, nous avons une mission qui peut nous amener à plusieurs années de vie et d'aucuns à moins d'années de vie. Donc, moi, je ne sais pas si on ne pose pas le problème dans le sens de rechercher les causes d'une mort, d'un décès, les causes précises d'un décès par rapport à un individu donné. Je ne sais pas à quoi serait question de se poser des questions du genre. Non. Si par exemple quelqu'un décède et qu'on veut savoir pourquoi il est décédé, là on saura, c'est jeune par exemple, mais la mort n'est pas seulement faite pour les vieilles personnes. En fonction de sa mission, on peut mourir vite. Une mission terrestre, on peut vite mourir, comme on peut mourir un peu moins vite. C'est-à-dire, si vous avez une mission d'évangélisation ou d'enseignant, ou en fait toutes les missions ont un temps. Dès que tu as terminé, tu dois s'effacer. Quelqu'un d'autre prend la place, ou alors si quelqu'un d'autre ne prend pas la place, la nature a horreur du vide, quelque chose d'autre se présente, de semblable par rapport à ce que tu faisais. Voilà. Nous avons ce message de Maman Odile. Veuillez s'il vous plaît envoyer plutôt les messages. Les appels se font hors antenne. Vous pouvez envoyer les messages au numéro qui s'affiche au
bas de votre petit écran. Nous avons ce message de Maman Odile, patriarche, j'ai besoin de votre aide. Mon fils de 29 ans a beaucoup de voitures, beaucoup de femmes, il a beaucoup d'argent, bref, je ne connais pas la provenance de son argent, je voudrais l'aider. Bon, alors là, c'est un message d'un parent, la maman. Oui. Voilà. Je crois que de tels messages, on peut discuter de ça hors antenne, pour la simple raison qu'elle-même, elle dit qu'elle ne connaît pas la provenance de l'argent de son enfant. Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à échanger, à dialoguer avec son enfant. Elle est surprise de constater que son enfant a beaucoup d'argent ou bien a beaucoup de moyens matériels, c'est pas quoi. Et là, c'est rare de trouver ça chez les femmes. Hein. Il y a beaucoup de femmes que son enfant vole, fait quoi, n'importe quoi. Ce qui est intéressant, c'est que son enfant lui apporte quelque chose de palpable en termes de finances et c'est pas moi quoi, de bien-être matériel. Elle n'est pas là pour lui poser la question que ça sort d'où. Donc c'est une maman qui doit être nantie. Comme je disais tout à l'heure, elle ne doit pas être dans une situation de précarité et qui se pose la question que, bon, d'accord, mon fils a les moyens, mais il faut qu'il sache. Donc, première chose, elle doit dialoguer avec son fils. Ramener son fils à échanger avec elle de manière conviviale, comme quand il était petit, si jamais ça n'a été le cas toujours. En dehors du fait qu'on peut toujours chercher la provenance de son argent, mais là, c'est de voie métaphysique, du genre voyance et autres. Voilà. D'accord. Bonsoir le plateau, très belle émission. Pourquoi le traditionnaliste renie la dimension spirituelle de Jésus-Christ? Je ne l'ai pas renié ce soir, à moins que dans la chronique, on a parlé de choses qui... Bon. De toute façon, la dimension spirituelle de Jésus-Christ ne la connaît pas. Et je ne peux non plus dire que Jésus n'avait pas une dimension spirituelle. Pourquoi? Parce que l'homme Jésus nous a été expliqué de plusieurs manières. On me l'a expliqué quand j'étais protestant, quand j'étais catholique, quand j'étais témoin de Jéhovah, lorsque je me suis islamisé. Alors, j'ai commencé à chercher à savoir personnellement qui était Jésus. Bon, alors, maintenant, les décisions qui viendraient de ma position, de ma prise de position aujourd'hui par rapport à l'homme Jésus, mais sont personnelles. Je ne peux pas amener les gens à les adhérer, parce que c'est un problème de recherche. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que chacun de nous prenne conscience du rôle à jouer par rapport à soi. Parce que la confiance de soi commence par le fait que tu t'es approprié de tout ce que tu connais par toi-même à un moment donné de la vie. Parce qu'il y a des choses qu'on nous a dit lorsqu'on était enfant par nos parents, par le père et la mère. Et nous savons bien que nous tous, nous sommes limités. Même nous sommes devenus des parents. Nous savons jusqu'où nous sommes limités. Donc nos parents aussi étaient limités, en quelque sorte. Voilà. Mais ils nous ont dit des choses, non parce qu'ils voulaient nous limiter, mais parce que c'est ce qui était à la limite de ce qu'à l'époque, ils savaient. Alors, l'époque a changé, les choses ont évolué. Certaines choses se passent sous leurs yeux aujourd'hui pour certains de ces parents qui ne sont pas décédés. Ils savent bien qu'ils avaient mal interprété la vie, que ce qu'ils ont dit n'était pas cela. Bon, mais nous, on doit le faire à leur place, même qu'ils vivent ou pas. Alors, maintenant, l'école a une orientation, c'est une hégémonie. Les Occidentaux ont fait l'école pour atteindre un objectif. C'est comme quelqu'un qui cultive un champ et il sait que des années durant, il va venir récolter de son travail. L'école a pour but de faire en sorte que le blanc qui était hier un homme de peau change, et du moins reste en place avec un autre blanc qui est aujourd'hui avec la même peau que ses congénères, ses semblables.
Alors donc, c'est comme pour dire avant la colonisation est pareil comme après l'indépendance. Voilà, donc il y a plein de choses que nous, on doit prendre, nous devons prendre acte de l'existence de ces choses-là pour que nous créions notre environnement qui nous soit propre et qui nous permet d'évoluer normalement dans la vie. Bon, donc, moi, je dis, il faut toujours se mettre en cause le Jésus des protestants, des catholiques, des églises apostoliques, des églises de réveil. Ce n'est pas le même Jésus, encore moins le Jésus des musulmans. Le musulman ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. D'accord, professeur Hermaniac Lipote. S'il vous plaît, j'ai un problème, je travaille, je ne fais rien avec l'argent, ça finit. Merci, c'est Serge depuis Ebolova. Vous allez faire quelque chose avec votre argent quand vous allez savoir qui vous êtes. Il faut étudier, il faut faire des recherches du point de vue métaphysique ou bien alors se faire accompagner dans des études, dans une étude métaphysique qui vous amène, qui vous permet de savoir qui êtes-vous. Et là, vous prendrez en main votre vie et certains domaines, par exemple, les domaines du point de vue matériel ne seront plus de nature à vous échapper au point où vous vous étonniez du fait d'avoir de l'argent et vous ne savez pas quoi faire avec. Voilà. Ok, patriarche, je suis à Yaoundé. Veuillez éviter, s'il vous plaît, éviter d'appeler en ce moment. Les appels se font hors antenne. En fait, c'est Patrick qui voudrait savoir votre passage à Yaoundé. Je suis à Yaoundé tous les deuxièmes samedis du mois. Tous les deuxièmes samedis du mois. Bon, donc, je serai à Yaoundé le 8 de ce mois-ci. Voilà. D'accord. C'est quand, le 8? C'est tout. Bon, les gens qui ne peuvent pas venir à Douala, qui peuvent me rencontrer pour qu'on échange un peu, ça fait un peu de la chaleur, moi aussi de mon côté. De parler avec les gens, c'est gentil aussi. On ne peut pas rester tout le temps enfermé. Voilà. et enfermé comme si on était dans une cellule, dans une prison où on y est seul. Ok, voilà. Le 8 samedi. Samedi prochain. Ce samedi, d'accord. Bonsoir le plateau. Comment mener sa mission terrestre à bien? En cherchant à savoir qui c'est et qui on est. C'est ça, nous parlons de l'étude de vie métaphysique. C'est-à-dire, on cherche à savoir qui sommes-nous et peut-être avec un peu de chance et en faisant un travail d'auto-initiation, parce qu'on ne peut pas toujours être initié par les gens, on peut aussi provoquer une auto-initiation en faisant beaucoup en étant préoccupé sur sa spiritualisation et comment c'est divinisé. On peut arriver à découvrir beaucoup de choses sans avoir forcément à se mêler des choses de la religion ou d'une certaine religion. Voilà. Professeur, comment faire pour communiquer avec la nature afin de bénéficier des bienfaits? En étudiant les lois de la nature, les lois de l'eau, savoir qu'un animal qui ne sait pas nager ne plonge pas dans l'eau, les lois du feu, savoir le rôle du feu dans la vie de l'être humain, les lois de l'air, savoir comment respirer et en faire une nourriture céleste, les lois de la terre, savoir comment se mettre en phase avec la terre qui est notre maman, la mère nourricière de tout ce qui existait des trois mondes, le monde minéral, le monde végétal et le monde animal. Voilà. Ma tante, la semaine passée, m'a appelé à 23h. Après, elle ne m'a pas rappelé. Je me dis qu'elle a su que j'ai découvert qu'elle a déplacé la tombe de ma mère sans me dire, jusqu'à prendre l'argent sur le monsieur qui a acheté ce terrain. Quoi faire? Faudra l'aborder avec beaucoup de gentillesse, c'est attendre d'abord déjà avec beaucoup de respect et tout, et comprendre sa motivation.
ses difficultés d'argent, ou bien elle a jugé qu'il fallait absolument déplacer la tombe. Voilà. C'est tout. Ça commence d'abord par la convivialité. On ne va pas aller en guerre contre un parent. Ta tante, c'est ton père, c'est la personne qui est née de ta grand-mère, je suppose. Parce qu'il y a tante et tante, ou bien de ton grand-père. Bon, donc c'est une personne qu'on se doit du respect, d'abord déjà. Et de deux, il faut toujours chercher à comprendre pourquoi les gens font des choses. Hein? Il ne faut pas toujours condamner ce que font les gens. Il faut toujours chercher à savoir, il a fait ça pourquoi, ou elle a fait ça pourquoi. Bon, et pour y arriver, tu ne vas pas y arriver avec brutalité, mais avec beaucoup de tolérance. Voilà. D'accord. Besoin de savoir l'origine des repas en rêve, les conséquences et la possibilité d'éradiquer. C'est Thomas qui nous envoie ce message. Les repas en rêve sont pluridimensionnels. Vous pouvez manger en rêve parce que tous les soirs, vous avez mangé d'abord copieusement avant de dormir. Vous pouvez manger en rêve parce que vous pensez toujours au repas avant de dormir. Vous pouvez manger en rêve parce que des phénomènes occultes sont passés par là. Donc vous êtes sous l'emprise de ces vibrations occultes. Donc c'est des choses qu'il faille faire des recherches. Ce n'est pas une histoire à prendre juste comme ça, sauf des gens qui sont plus portés à interpréter les rêves. Parce qu'il y a des gens qui ont des dons d'interprétation des rêves. Ils comprennent certaines choses rapidement plus que d'autres. Voilà. Okay. Comment savoir naturellement qu'on a rencontré son âme sœur, c'est Jean depuis Douala? Je ne sais pas comment le savoir naturellement. Parce que l'âme sœur, c'est un mot un peu classique. On trouve ça dans la presse. En métaphysique, l'âme sœur, c'est un mot très compliqué, très complexe. Parce que l'âme sœur peut être un homme et un homme. C'est-à-dire que le sexe n'a pas d'âme. Le sexe, c'est la mission à accomplir. Vous pouvez être un garçon cette vie-ci, la prochaine incarnation, vous naissez une fille. Parce que votre mission à accomplir passe par le biais du fait de porter un corps de fille, hein, ou de femme, tout court. Donc, le problème d'âme sœur, c'est un problème assez délicat. C'est pourquoi moi, quand on parlait de mariage, je parle toujours d'affinité. De chercher, de faire une étude d'affinité pour savoir si c'est votre femme là-bas. Parce que l'important, c'est d'être avec une personne avec qui vous allez vous entendre. Ce n'est pas une histoire d'âme sœur ou bien d'âme frère. Voilà. D'accord. Professeur, j'ai mon fils, il a 30 ans, mais refuse de faire quelque chose comme travail. Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? C'est Gilbert depuis Yaoundé. Alors là, c'est pas, il faut étudier, faire l'étude de vie métaphysique de votre fille pour savoir comment est préprogrammée sa vie. On ne peut pas d'emblée tirer des conclusions sur ce qu'il a dans sa tête. C'est pas évident, sans aucune étude. Hein. Alors, désolé, mais je ne crois pas que ce papa s'est déjà islamisé. Sinon, il peut prouver cela. L'islam n'est pas un jeu. Bon, de toute façon, pour le prouver, c'est que mon nom c'était Abdou Rajal. Abdou Rajal. D'accord. Voilà, sauf si je prononce mal, parce que je ne suis pas arabe, moi. C'est ça, c'était ça mon nom, mon petit nom musulman. J'ai même failli porter ça sur ma carte d'identité, mais je n'ai pas eu, disons, la chance de le faire. Parce que je ne suis pas là ce soir pour dire ça c'est bon ou ça c'est mauvais. Voilà. Okay. Je sais pourquoi il dit ça, parce que le musulman, tu vas prier toute ta vie, sinon tu auras les dettes de prière. Bon, moi j'avais déjà beaucoup prié que
peut-être Dieu m'a épargné ces dettes-là. Donc voilà. Professeur Herman Neglipote, je n'arrive pas à trouver du travail. J'ai aujourd'hui 37 ans, je vis chez mes parents. Aidez-moi s'il vous plaît. Voilà. Le problème de trouver du travail, c'est un problème général, ou qui se généralise. J'ai toujours dit, tant que dans tous les pays du monde, le nombre de diplômés excède le nombre des entreprises nouvelles, c'est-à-dire il n'y a pas de nouvelles entreprises qu'on crée, il y a toujours les mêmes entreprises. Il faut attendre le décès de quelqu'un pour qu'il soit remplacé, il faut attendre la retraite, et on se bat, d'aucuns ne veulent pas aller en retraite, bon, d'autres ne veulent pas mourir, personne ne veut quitter son poste. Oui. Alors, comment vous êtes, l'année-ci, j'ai lu dans Cameroun Tribune 26 000 candidats pour le baccalauréat général. Alors, sur les 26 000, s'il y a 6 000 qui passent au bac, ou alors 20 000 passent au bac, il faudra des universités pour les recevoir, même si l'université est gratuite, c'est-à-dire l'inscription à l'université, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi. Il y a eu un temps, l'université on ne payait pas, aujourd'hui on paye. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas facilement trouver les banques pour une année scolaire seulement de 50 000, parce que tous les bacs, on peut se retrouver à 50 000, si tout le monde passe, ça c'est un exemple. Il faut 50 000 personnes qui choisissent d'aller à l'université, et surtout que si c'est gratuit. Et au sortir de cette contingence des enfants, ils vont trouver du travail où? Hein? Au bout de 10 ans, vous avez combien de diplômés bacheliers ou bien des diplômés en master 2 et tout ça. Et maintenant, le travail ne peut pas être possible. Le chômage n'est pas un problème de manquement de l'État. Non, le chômage est un problème de société. La seule chose qu'on doit faire, c'est de changer le système scolaire, de former les gens à se prendre en charge, que de les former dans le but de trouver du travail. Parce que l'école a un seul but aujourd'hui, c'est d'y aller, avoir un papier et chercher le travail avec. C'est là le problème de l'école. En dehors de ça, il y a quel problème autre? Si on forme les gens à se prendre en charge, si on forme les gens que tu ne pars pas à l'hôpital, les médecins vont manger quoi? Que tu peux se soigner quoi? Oui. Hein? Les pharmaciens, les médecins n'auront plus à manger. Donc on doit toujours laisser les gens dans les canaux et que la servitude continue jusqu'à. Et c'est là où se pose donc le problème régalien de l'État. C'est-à-dire que là, on a le droit dans tous les pays du monde de critiquer le chômage. Parce que la formation scolaire a pris tellement d'argent aux parents des enfants, a pris tellement du temps aux enfants, et à un moment donné, c'est le seul milieu où on investit pour rien. C'est-à-dire on investit par hasard, du moins pour obtenir le retour d'investissement par hasard. C'est le seul milieu. Et on investit énormément d'argent dans ces milieux-là. Voilà. Ok, je m'appelle Joachim Nanga. J'aimerais savoir si rêver qu'on voyage est mauvais ou si c'est une utopie. Bon, là, je ne suis pas très porté sur le problème des rêves. Je le dis souvent ici, parce que moi, quand il y a un rêve, même quand moi-même je rêve, je fais un peu la voyance. Puisque je ne vais pas aller sur les principes de quelque chose dont je n'ai pas le don de ça. Voilà. Ok. Comment reconnaître qu'une femme est celle de ta vie? En faisant l'étude d'affinité, en prenant les coordonnées de l'homme comme sujet A, par exemple, ou de la femme comme sujet A, ça dépend qui demande à le savoir.
les coordonnées de l'autre, sujet B. Les coordonnées, c'est quoi? Le nom complet, la date de naissance exacte, et puis maintenant la première année des rencontres. Si nous avons les deux types groupes de coordonnées, les deux types de coordonnées, nous avons la possibilité de dire à quelqu'un, ça c'est un coup de foudre, ça c'est une relation amicale, ça c'est un mariage. Nous avons la possibilité de le faire, nous autres. Voilà. D'accord. Patriarche, je suis à Yaoundé, s'il vous plaît. Comment et où vous rencontrez dans ce cas, bien vouloir me donner les modalités pratiques, c'est Steve de Yaoundé. Non, vous allez appeler à cette numéro hors antenne pour prendre rendez-vous ou pour que vous ayez mon numéro personnel. Voilà. Comment gagner sa vie dignement aujourd'hui sans toutefois être inquiété par des sectes pernicieuses qui minent notre pays au Cameroun de nos jours? Les sectes ne viennent pas vous arrêter. J'ai dit tout à l'heure que je ne suis plus musulman. Ça a étonné un musulman, sans doute, parce que la personne n'était pas étonnée étant chrétien, il doit être musulman. On n'a jamais arrêté quelqu'un d'aller prier, de gré ou de force, c'est avant. Dès que la colonisation arabe était terminée, les gens pouvaient déjà savoir prier par eux-mêmes. Dès que la colonisation occidentale a fait son job, ce qu'on appelait les missionnaires, dès que la mission était accomplie, les gens se sont mis dans la peau des chrétiens, par eux-mêmes. Et là, c'est des postures que moi, je n'ai pas approuvées. Pourquoi? Parce que moi, je peux être membre d'une association dont je n'ai jamais lu les statuts. Voilà. Professeur, je voudrais savoir, lorsqu'on ne mange pas les aliments à grand taux vibratoire, cela baisse-t-il notre élévation spirituelle? C'est Sarah depuis Yaoundé. Mais oui. Lorsque les vibrations, merci Sarah, bonsoir. Lorsque les vibrations sont de nature à perturber nos vibrations, par exemple la chair, les protéines animales, lorsque nous les consommons, nous diminuons notre taux vibratoire. Mais lorsque nous mangeons, nous prenons beaucoup de fruits et quelquefois les légumes, mais je dis beaucoup, énormément de fruits et quelquefois les légumes, le taux vibratoire augmente. Et là, du point de vue spirituel, il y a quelque chose qui se passe en nous et qui se traduit d'abord, dans un premier temps, par l'équilibre fonctionnel de notre organisme. Donc ici, on fait allusion à des maladies qui foutent le camp et on commence à se sentir à l'aise, porteur du bien-être. Voilà. Comment connaître celles, entre parenthèses, démons qui nous empêchent de dormir? C'est Ramsès depuis Douala. Les connaître... Les démons qui nous empêchent de dormir. Non, on ne peut pas les connaître. Si on les connaît, par exemple, comme il vient de le dire là, c'est qu'il ne m'aurait pas posé la question de savoir. On doit étudier à comprendre comment fonctionne sa vie. Je l'ai dit et je le répète. Si on a un entourage, professeur, sorcier, vampire et autres, on est obligé d'aller vers des gens qui étudient ces choses-là, oui, qui sont susceptibles d'apporter des réponses sur l'existence de ça ou pas. Donc moi, je parlais souvent de la voyance. Bon, on ne va pas faire la voyance par soi-même. Parce que même jusqu'à preuve de contraire, moi quand à certains niveaux, je ne vais pas avoir un voyant, moi personnellement. Parce que ce n'est pas toujours évident de regarder sa nuque et de voir tout ce qui est, même quand on a deux miroirs. Voilà. Ok. À mon réveil, je constate des griffures sur mon corps sans connaître les origines. Pouvez-vous m'aider à savoir plus, s'il vous plaît? C'est la voyance seulement qui peut vous aider, pas moi. Donc moi, en tant que voyant, oui.
Mais en tant que moi, assis sur ce plateau de télévision, où l'essentiel de ce soir n'est pas de consulter ou de faire les voyances, je ne peux pas vous aider, sauf si vous appelez hors antenne. Voilà. Là, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire. Oui, d'accord, mais professeur, on sait quand même que le matin, comme ça, on se lève avec des griffures, c'est pas normal, c'est pas... Moi, j'ai déjà eu des cas, pratiques. j'ai déjà eu des cas qu'on reçoit un malade, pendant qu'il est là, il se met en transe et on voit comme si c'est les traces des lames de rasoir qui sont sur sa peau et qui se passent à l'instant même, alors qu'avant la transe, il n'y avait pas ces marques. Bon, donc, c'est des choses qu'il faut étudier, ce n'est pas des choses qu'il faut mener une action à sensation pour pouvoir en parler. Voilà. Alors moi, c'est Maëlys depuis Douala. J'ai eu un problème dont on a eu à travailler sur moi. Veuillez éviter d'appeler en ce moment, s'il vous plaît. Envoyez uniquement les messages à ce numéro. Les appels se font hors antenne. Alors, j'ai eu un problème dont on a eu à travailler sur moi et dès lors, on a retiré une pierre dans mon front et on m'a dit qu'on veut bloquer mon intelligence et j'ai souvent des visions floues et tout devient noir, mais il y a les appels toujours. Mais il y a quelque temps, cela a recommencé. Je voudrais savoir la signification. Vous allez appeler en antenne à ce numéro et nous allons en discuter ou ensemble on va étudier le problème pour que je comprenne. Parce qu'entendre et comprendre, c'est deux choses différentes. Donc je ne sais pas si ce que vous expliquez là, j'ai bien compris le fond. C'est en ayant saisi le fond que je pourrais, dans nos échanges, vous apporter une part, soit une idée, une quelconque idée. Comment reconnaître son âge lorsqu'on ne le sait pas? C'est Simon de Yaoundé. Son âge? Oui. Oh, là, c'est un long processus. Oui. Voilà, c'est un long processus. D'accord. Professeur Herman Neglipote, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Votre mot de fin? Alors, disons que on fait souvent pas des promesses, mais on va essayer de relativiser le quotidien des personnes qui nous suivent en essayant de faire des travaux sur les maladies. Et on va parler métaphysique et maladie, ainsi pour que nous parvenions à aider à ce qu'on sache établir la différence entre une maladie et les maladies. Qu'on sache aussi la différence qu'il y a entre le diagnostic, la symptomatologie et puis le dysfonctionnement de l'organisme. Qu'on comprenne ces mécanismes du point de vue métaphysique. Parce que l'objectif n'est pas d'ouvrir un cours de métaphysique, d'ouvrir un cours de médecine dans le cadre de cette émission, non, mais de donner la chance à ceux qui s'intéressent à la métaphysique de voir, puisque notre façon de fonctionner dans cette émission, c'est pour le social. Ce n'est pas une émission du genre qu'on veut initier les anges, non. Mais c'est une émission qui est portée sur le social, c'est-à-dire faire en sorte que ceux qui nous suivent soient à même de profiter du fait de nous avoir adoptés. Comme certaines personnes sur WhatsApp, sur YouTube et tout, écrivent que depuis qu'ils ont pris contact avec notre émission, ne font plus certaines choses et ça les a fait beaucoup gagner. D'accord. Donc nous voulons être un peu plus pratiques à partir des prochaines éditions, avec la possibilité que l'inspiration viendra, parce que nous ne faisons pas les choses selon nos têtes, selon le ressentir, oui. Voilà. Merci, professeur Herman Neglipote, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous à la maison. Merci à l'équipe technique.
On espère que vous avez eu un intérêt à nous suivre ce soir. Donnons-nous, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain dès 23h. D'ici là, portez-vous bien.